Bonjour, je m'appelle Nate, j'ai 30 ans, je suis célibataire et sans enfant. Je suis technicien de maintenance spécialisé en système CVC depuis mes études professionnelles. Ce n'est pas prestigieux, mais cela me permet de gagner un revenu stable et de mettre la main à la pâte. J'habite une modeste maison de plain pied dans un quartier paisible de l'Ohio. Le quartier est tranquille, peuplé d'habitants chaleureux. Il n'y a pas de superflu, mais compte tenu de l'agitation de ma vingtaine, le calme est apaisant. J'habite ici depuis 4 ans, et depuis mon emménagement, une chose est sûre, mes voisins d'en face, les Johnson. Kevin et Suzanne, ils semblaient faits l'un pour l'autre, rayonnant toujours de joie. Ils sont 4, avec un garçon et une fille. Ils pratiquent souvent des activités de plein air comme le vélo ou jouent à des jeux dans leur jardin. De retour à la maison après une longue et épuisante journée, je voyais Kevin tondre méticuleusement la pelouse, tandis que Suzanne s'occupait avec amour des parterres de fleurs, discutant des projets de dîner. Leurs enfants s'approchèrent de lui avec de la limonade maison, dans des scènes rappelant les publicités familiales idéalisées. Il y avait des jours où je m'asseyais à ma table de cuisine, grignotant des restes cuits au micro-ondes, regardant par la fenêtre et me demandant: comment font-ils pour obtenir cette image parfaite? Suzanne, avec ses saluts occasionnels et ses sourires constants en me voyant, était rarement abordée, mais semblait toujours sincèrement gentille. Elle n'avait aucune fausse chaleur. Kevin, en revanche, était d'une présence constante, sa poignée de main ferme et son alliance suggérant une profondeur de caractère. Un moment dont je me souviens très bien est celui où je l'ai vu porter sa fille après une chute et une égratignure au genou. Il n'a pas hésité, mais l'a soulevée délicatement comme si elle était un être fragile. À cet instant, je me suis dit: cet homme sait être un père. Cette famille semblait avoir le secret d'une vie harmonieuse. Cependant, ce jeudi-là a tout changé. Après une journée fatigante, marquée par la chaleur estivale, des vides sanitaires exigus et de nombreux appels imprévus, je suis rentré à la maison vers 18h30. Le soleil projetait une teinte dorée sur la rue tandis que je coupais le moteur. Après une courte pause, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, sans rien découvrir de nouveau. En sortant de la voiture et en me dirigeant vers mon Porsche, une vision inhabituelle a retenu mon attention. Suzanne, assise seule sur les marches en bois du Porsche des Johnson, le visage baigné de larmes. Sa main serrait une tasse de café tandis que l'autre cachait sa bouche, ce qui lui faisait trembler les épaules. Au début, j'ai cru qu'elle toussait ou tremblait simplement. Mais en remarquant ses yeux rouges et larmoyants et ses cheveux en bataille noués en chignon, j'ai compris que c'était plus que ça. Suzanne, la femme toujours souriante et impeccablement vêtue qui gérait les ventes de gâteaux de l'école et connaissait les anniversaires de chaque enfant, pleurait seule, comme si le monde s'était arrêté de tourner juste pour elle. J'ai hésité, mes clés à la main, hésitant entre entrer dans la maison ou l'aborder. D'habitude, j'évite de m'impliquer. Après tout, nous n'étions pas particulièrement proches. À cet instant, il me sembla injuste d'ignorer ce dont j'étais témoin. Alors je choisis de traverser la rue. Je marchais doucement, veillant à ne pas l'effrayer. Mes pas résonnèrent sur le gravier à mesure que j'approchais de leur chemin. Elle resta immobile, le regard fixé sur la route comme si j'étais invisible. Arrivé suffisamment près, je tentai d'attirer son attention en m'éclaircissant la gorge et lui demandai: Suzanne, ça va? Besoin d'aide? Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention à moi. Au lieu de cela, elle se lamenta d'une voix tremblante. Je n'oublierai jamais. Pourquoi les hommes sont-ils si cruels? Je ne savais pas quoi dire. Ces mots me troublèrent l'esprit. Elle finit par se tourner vers moi, l'expression mêlant douleur, confusion et colère. Les larmes ne coulaient pas avec élégance. C'était l'émotion brute d'une âme brisée. Je demandai prudemment: c'était Kevin? C'est alors qu'elle s'effondra. Elle se leva brusquement en voyant la tasse voler du marchepied. Elle se mit à arpenter la pièce, agitée, se tamponnant les yeux, la voix devenant plus forte. Il était parti. Il l'avait tout simplement abandonné. Il a pris ses bagages, m'a regardé dans les yeux et a déclaré: je ne peux plus continuer comme ça. Il avait trouvé quelqu'un d'autre, plus jeune, plus séduisant, pas d'enfant, pas de complications. Et puis il a disparu. Je ne savais plus où diriger mon regard. Elle se tenait devant moi, tremblante non pas de peur,
mais de colère et de chagrin entrelacés. 12 ans, 2 enfants, un prêt immobilier, des matchs de foot, des factures médicales. Pourtant, au final, tout cela ne signifiait rien pour lui. Il disait que je ne suffisais pas, qu'il devait reprendre sa vie en main. Et puis elle a ri, non pas parce que c'était amusant, mais parce que c'était le seul moyen qu'elle avait de ne pas s'effondrer. J'avais envie de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais que dire à une femme qui vient d'être abandonnée par l'homme autour duquel elle avait construit son monde? Alors je me suis assis sur la marche à côté d'elle. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas demandé plus. Je ne l'ai pas assuré que tout irait bien, car je savais pertinemment qu'un tel réconfort était loin d'être accessible à cet instant. Je restais simplement assis, silencieux, à ses côtés, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les immeubles et que la rue sombre dans l'obscurité. Le lendemain matin, Suzanne était toute ma pensée. Je ne pouvais chasser cette image de mon esprit, sa voix, son visage et la façon dont elle posait cette question, comme si elle couvait en elle depuis des semaines. Pourquoi les hommes sont-ils si cruels? Résonnait sans cesse dans ma tête cette nuit-là. Le sommeil me fuyait. Je me retournais, fixais le plafond et me repassais la scène. Le porche, ses mains tremblantes, le tintement de sa tasse sur les marches, tout persistait. À 9 heures, je me retrouvais dans la cuisine, en train de préparer du café, mais incapable de le boire. J'étais mal à l'aise, sachant qu'elle était probablement encore chez elle, à gérer les conséquences de notre rencontre. Je ne savais pas quelle action entreprendre, mais je me disais que faire quelque chose valait mieux que rien. Alors, j'ai rempli une tasse de café à emporter, et je suis allé à la boulangerie du coin. J'ai pris 2 muffins aux myrtilles et 2 cafés, le sien au lait d'avoine, comme je me souvenais de cette fête de quartier des années auparavant, où elle était intolérante au lactose. Un détail insignifiant, mais qui était resté gravé dans ma mémoire, pour une raison quelconque. À mon retour, j'hésitai un instant devant son portail. Le jardin était calme, la véranda vide, les rideaux à moitié tirés. Je me demandais si elle dormait ou souhaitait éviter la compagnie. Pourtant, mes pas me poussèrent à monter les marches malgré tout. Je frappai légèrement à la porte, mais ne reçus aucune réponse. Après avoir attendu, la porte s'ouvrit lentement, en grinçant. Elle se tenait là, vêtue d'une chemise trop grande, les cheveux tirés en un chignon lâche. Sans maquillage, elle était pâle, ses yeux sans rougeur, mais ressemblant à quelqu'un qui aurait vidé toutes ses larmes et serait désormais vide intérieurement. Je soulevai le sac et murmurai « Je n'étais pas sûr que tu aies pris ton petit déjeuner. J'ai apporté des muffins et du café. » Elle examina le sac un moment, avant de me regarder. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose ou me demande de partir, mais au lieu de cela, elle se contenta d'acquiescer, d'ouvrir la porte moustiquaire et de se détourner sans un mot. Je suis entré, n'étant jamais entré dans leur maison auparavant. L'atmosphère était étrange, presque intime, excessivement silencieuse. Le salon était impeccablement propre, trop rangé, comme si elle avait rangé pour se distraire. Des bacs remplis de jouets, une photo de famille posée face contre terre sur la table basse. Tout cela a immédiatement attiré mon attention. Elle s'est aventurée dans la cuisine. Je l'ai suivie. J'ai posé le sac sur le comptoir et versé son café dans une tasse qu'elle m'a offerte. Ses mains tremblaient tandis qu'elle le remuait. Nous sommes restés là, silencieux, à siroter notre café. L'atmosphère entre nous était dense, mais pas gênante. Elle débordait simplement de non-dits. Après quelques instants de silence, elle a pris la parole. Sa voix était douce, maîtrisée. Il est parti. J'ai acquiescé d'un lent hochement de tête. J'en étais consciente. Il ne reviendra pas. Je m'y attendais. Il a levé les yeux et m'a informé qu'il n'était pas satisfait depuis des années, qu'il en avait assez de faire semblant, qu'il cherchait quelque chose de nouveau, d'exaltant. Je suis restée silencieuse, lui laissant l'espace pour parler. Je lui fournissais tout, Nate, tout. Je m'occupais des enfants à la maison. Je préparais les repas. Je faisais le ménage. Je m'assurais qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Je pardonnais ses absences, son indifférence, ses anniversaires manqués. Je croyais que c'était juste du stress. J'espérais que nous traverserions la tempête ensemble. Elle cligna des yeux intensément. Et il partit, se dirigeant vers une connaissance de 25 ans de sa salle de sport. Du coup, il raviva son existence. Je serrai les dents. Je m'efforçais de ne pas réagir, mais je sentis de la rage en moi. Pas seulement pour elle, mais aussi pour la récurrence de ces incidents.
Des femmes nobles sont prises en embuscade, des mères dévouées sont abandonnées. Elle insista. Je ne criai ni ne gémis. Je restai simplement là pendant qu'il rassemblait ses affaires. Je m'enquis des enfants, et il répondit « Tu t'en sortiras toujours. » Elle posa son café, croisa les bras et regarda par la fenêtre de la cuisine. Je vis son reflet dans la vitre. Résiliente, mais épuisée. Finalement, je lui exprimai mes pensées. « C'est un lâche, Suzanne. Tu ne méritais pas ça. » Elle ne me rendit pas mon regard. Elle dit simplement « Je ne demande pas de compassion. » Au contraire, je ne comprends pas. Comment peut-on maintenir cette façade aussi longtemps? Comment peut-on se réveiller un matin et cesser d'aimer sa famille? Je n'ai pas su fournir d'explications, et je n'avais aucune intention d'en faire semblant. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine. Les devoirs des enfants étaient éparpillés. Je la laissai ranger quelques papiers. « Où sont les enfants, en ce moment ?» demandai-je. Elle soupira, me répondant que sa sœur était allée les chercher la veille au soir, ne souhaitant pas qu'ils la voient dans cet état. J'avais besoin d'un moment seul. Je reconnus cela et compris. Elle prit une bouchée du muffin, son expression s'adoucissant brièvement. « Merci, dit-elle, de ne pas m'avoir brisé. »« Tu n'es pas brisé, répondis-je. Tu subis juste une épreuve. Ce n'est pas la même chose. » Nous retombâmes dans le silence. Pourtant, ce n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence où deux personnes laissent les choses se tasser. Je proposai de réparer la porte de l'armoire qui pendait à sa charnière. Elle accepta, et je pris ma trousse à outils dans le camion avant de me mettre au travail. Cela me prit environ 10 à 15 minutes. Je parlais peu pendant ce temps. Elle non plus. Pourtant, lorsque je partis, ses épaules semblaient en moins tendues. Et alors que je quittais son porche, elle m'a dit « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça ?» Ce à quoi j'ai répondu. Je savais que je n'aurais pas dû. Elle resta silencieuse, immobile, son café serré à deux mains, me regardant traverser la rue. Ce soir-là, je ne repensais pas à ses larmes. Je m'attardais plutôt sur ce silence, celui qui suggérait qu'elle n'était plus seule. Les jours qui suivirent prirent un rythme inhabituel. Ni délibéré, ni discuté, tout se déroulait spontanément. Chaque matin, je me réveillais un peu plus tôt que d'habitude. Si sa sœur n'avait pas déjà conduit les enfants à l'école, je le faisais. Quand Suzanne avait besoin de courses, je les allais chercher et ajoutais ma propre liste au caddie. Si quelque chose clochait à la maison, je lui proposais mon aide. Elle acceptait parfois, déclinait parfois. Pourtant, elle ne me demandait jamais de cesser ma présence. Il n'y eut ni événement marquant, ni conversation émouvante, simplement un accord pacifique selon lequel je serais là si elle avait besoin d'aide. Un samedi matin, je la remarquai dans l'allée, essayant d'arracher les mauvaises herbes du jardin. De nouveau vêtue d'un vieux jogging et d'un chignon décoiffé, les cheveux attachés. Sans un mot, je m'approchai et récupérai mes gants dans le hangar, la rejoignant dans son travail. Pendant près d'une heure, nous travaillâmes à l'unisson, sans bavarder. Elle resta muette autant que moi, mais c'était l'essence même de notre lien. Finalement, elle s'arrêta, s'appuyant sur ses talons et s'essuya le front avec sa manche. « Ce n'est pas ça le plus dur, » remarqua-t-elle. « Non, c'est le calme, la solitude, l'absence d'interruption, la moitié du lit vide, le dîner non mangé, » souligna-t-elle. J'eus du mal à répondre, car j'étais célibataire et sans enfant, incapable de saisir pleinement sa situation difficile. Pourtant, je compris qu'elle n'exprimait pas seulement sa détresse face au départ de Kevin. Elle déplorait plutôt la disparition soudaine de la vie à laquelle elle avait cru. Les enfants demandaient-ils de ses nouvelles? J'ai fini par demander. Elle acquiesça, en effet, comme tous les soirs. Ils ne comprennent pas. À vrai dire, moi non plus. Je leur ai dit que leur père prenait le temps de réfléchir aux choses. Je n'ai pas trouvé le courage de tout lui dire en toute honnêteté. Pas entièrement. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Après un long silence, elle a dit « C'est étonnant, mais je ne me languis pas de lui. » Cette déclaration m'a interloqué. Apparemment, elle faisait référence à l'homme qu'elle croyait sincère, celui auquel nous ressemblions en tant que couple. Cependant, celui qui est parti n'était pas mon mari. C'était un inconnu. Ce sentiment a résonné et m'a fait mal. Pendant un bref instant, son regard s'est détourné, semblant chasser des souvenirs qui lui filaient entre les doigts. Je me suis levé, j'ai secoué mes mains et j'ai dit
préparons-nous un thé glacé. Elle a acquiescé, avec un petit sourire sincère, lorsque je lui ai demandé si elle préférait du citron ou nature. Plus tard dans la semaine, sa voiture refusait de démarrer, et elle m'a appelé. Paraphrasé, elle ne se languit pas entièrement de lui. C'est plutôt la version de lui qu'elle croyait authentique qui lui manque. L'homme qui est parti n'était pas mon mari, mais un inconnu. Après un moment sans parler, elle a partagé ses sentiments, me laissant perplexe. Sa voiture refuse de démarrer plus tard dans la semaine, et elle me contacte pour demander de l'aide. Ni mécanicienne, ni son frère, ni Kevin, moi. Je suis arrivé chez elle ce soir-là après le travail. J'ai examiné le moteur, j'ai détecté une borne de batterie desserrée. Une simple réparation de 10 minutes. Elle s'est perchée sur les marches et m'a observé travailler. Une fois terminé, je me suis essuyé les mains et lui ai conseillé « Essaie ». Elle s'est glissée au volant, a tourné la clé, et le moteur a démarré sans effort. Pas de sourire, pas de jubilation. Elle est simplement restée assise, les mains sur le volant. Un instant. Puis, en me regardant par la fenêtre ouverte, elle m'a demandé « Tu te rends compte que tu es toujours là ?» Un peu gêné, j'ai répondu « Il faut bien que quelqu'un… » Elle est sortie du véhicule et s'est appuyée contre la portière. « Non, je veux dire, réfléchis-y vraiment. Tu n'exiges rien et tu n'essaies pas de me réparer. Tu arrives, c'est tout. Ça implique plus que tu ne le penses. » À court de mots, j'ai répondu « Eh bien, tes muffins sont vraiment bons. » Elle a ricané d'un air espiègle. Elle a ri et a promis « J'en ferai d'autres. » Depuis, je passe plus de temps chez elle, et ce n'est pas étrange. Parfois, les soirées sont plus calmes. On aide les enfants à faire leurs devoirs, ou on reste simplement assis dehors. Elle sirote du vin, tandis que je bois de la bière, dans un silence confortable. Un soir, un orage d'été a provoqué une panne de courant. Tout notre quartier était plongé dans le noir. Prenant une lampe de poche, j'ai traversé la rue, et je l'ai trouvée déjà là. Bougie allumée et tasse de thé prête. « Je savais que tu viendrais, » a-t-elle dit. Je l'ai senti. Nous étions assis dans l'obscurité, écoutant les gouttes de pluie tomber sur le toit, tandis que les bougies vacillaient sur la table. Elle était emmitouflée sous une couverture avec les enfants endormis à l'étage. Soudain, elle a dit « Je ne veux pas me sentir comme un fardeau, Nate. » Je l'ai regardée, surprise par cet aveu. « Tu ne l'es pas. Tu n'arrêtes pas de le dire, mais j'ai peur qu'un jour tu disparaisses, comme avant. » J'ai dégluti difficilement. « Alors je suppose que je dois continuer à te prouver le contraire. » Elle n'a pas répondu. Elle s'est contentée de regarder dans sa tasse et d'esquisser un léger sourire. Cette nuit-là, j'ai pris conscience d'un changement, non seulement avec elle, mais aussi en moi. Elle n'était plus seulement ma voisine, et j'étais plus qu'un simple voisin. Une véritable connexion naissait entre nous, sans précipitation ni contrainte. Elle s'est développée lentement, petit à petit. À l'arrivée de septembre, un changement s'était installé dans l'air, ce froid subtil, presque silencieux, de fin d'été qui s'installait, tout comme ce qui se passait entre Suzanne et moi. Elle ne grimaçait plus à l'évocation du nom de Kevin. Elle était encore en phase d'adaptation, toujours lasse, toujours en train de faire le tri. Pourtant, elle riait plus souvent. Les cernes sous ses yeux semblaient ni moins prononcées. Son attitude avait évolué. Et son regard sur moi, ce regard aussi. Un vendredi après-midi, je suis passé aider à installer des étagères dans la chambre des enfants. Ils quittaient enfin la chambre commune. Nous discutions de la nécessité pour chacun d'avoir son espace personnel, tout en progressant ensemble. Suzanne avait choisi des lampes identiques pour les 2 pièces, et affichait même de l'enthousiasme en présentant ses plans. Je me souviens de l'avoir observée ce jour-là dans le couloir, les mains sur les hanches, les cheveux attachés en queue de cheval, vêtue d'un vieux jean et d'un t-shirt usé. Elle semblait sereine, plus forte que jamais. Nous avons terminé vers 17h, et les enfants ont insisté pour que je reste pour le dîner. Des macaronis au fromage et au brocoli, leur plat préféré. Bien que sans prétention, on s'y sentait remarquablement comme à la maison après une longue absence. Après le dîner, tandis que la vaisselle était débarrassée et que les enfants se retiraient à l'étage, nous avons passé du temps dehors sur la terrasse arrière. Il faisait juste assez frais pour nécessiter un pull léger.
Les grillons ont commencé leur symphonie du soir. Les lumières de la rue se sont progressivement allumées. Elle a débouché un verre de vin rouge et m'a offert une bière. Nous avons parlé de choses insignifiantes comme de sujets importants. Elle me parla de mes cours de danse à l'université et de mon échec à peindre. Pas une carrière, juste des cours. Elle ricana en voyant ma pomme en forme de patate. Son rire fit vaciller son vin. Un bref silence s'ensuivit, doux mais intense. Elle m'observa, non pas comme une voisine ou une amie, mais différemment. Son regard, autrefois las, était maintenant clair, concentré et curieux. J'ai immédiatement perçu le changement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. J'ai haussé les épaules, suggérant la simplicité. Non pas en réponse à sa question, mais pour paraître nonchalant. Elle ne répondit pas immédiatement par un sourire. Au lieu de cela, elle examina mon visage un instant. « Tu sais ce qui m'a frappé » continua-t-elle. « Oui, tu n'exiges jamais rien, ni de te déplacer, ni de faire les courses, ni de te présenter. Tu te contentes d'être présent, » répondis-je avec désinvolture. Elle secoua lentement la tête. « Non, Nate, ce n'est pas ça. C'est ta décence. » Et j'avais oublié ce sentiment. Cela me frappa plus que prévu. Nous restâmes silencieux un instant. Je bus une gorgée de bière pour dissimuler la douleur qui s'intensifiait tôt dans ma poitrine. Puis elle parla doucement, comme si elle me confiait un secret. Quand Kevin partit, je crus qu'aucun homme ne me considérerait plus jamais comme une femme. Vraiment. Je me transformais en mère, une épouse abandonnée, une voisine en deuil. Mais avec toi, poursuivit-elle avec hésitation. Je ne savais pas quoi répondre. Ces paroles me prirent au dépourvu. J'y avais réfléchi, bien sûr, pensais à elle, plus de fois que je ne voulais l'admettre. Pourtant, je ne laissais jamais transparaître ses sentiments. Je la respectais, lui accordais l'espace dont elle avait besoin, respectais son deuil et son calendrier. Pourtant, je me surpris à me rapprocher inconsciemment. Pas intentionnellement, juste plus près. Elle le perçut. Au lieu de reculer, elle sourit. Un léger sourire. « Tout va bien, Nate, » dit-elle. Je le vois aussi. Nous sommes restés immobiles un moment, reconnaissant simplement la transformation silencieuse qui s'était opérée entre nous ces derniers mois. Finalement, elle s'est levée, s'est étirée et a suggéré « Allons à l'intérieur ». Elle m'a conduite dans la cuisine comme d'habitude. Mais cette fois, l'atmosphère a changé. Les enfants dormaient. Le silence a enveloppé la maison. Un silence qui n'était plus dénué de présence. Elle a posé une assiette devant moi à table et m'a parlé de sa fille apprenant à jouer de la flûte à bec, remarquant le son discordant. J'ai ri. Elle a soupiré, ajoutant plus tard « Avant, je croyais que l'amour était bruyant. De grands gestes, de la passion, de la chaleur. Mais maintenant, je le vois comme quelqu'un qui offre une tarte à 21h, sachant que vous ne mangerez pas autrement. » J'ai acquiescé d'un signe de tête. « Il s'agit d'être présent, » ai-je répondu. Son regard est revenu sur moi, le même regard. Oui, exactement ce regard-là. Quand elle m'a dit au revoir plus tard, elle ne m'a ni serré dans ses bras, ni embrassé. Elle s'est contentée de me conseiller. « Conduis prudemment, et envoie un SMS en rentrant. » C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me disait ces mots. Ce soir-là, je suis resté dans mon pick-up devant chez moi pendant un long moment, les pensées s'éloignant de Kevin. Je ne me suis pas préoccupé de Suzanne. J'ai plutôt ressenti un sentiment grandissant d'importance. C'est progressif, persistant, sincère, c'est authentique. Environ 7 mois se sont écoulés depuis cette soirée sur la terrasse, depuis la tarte, depuis son regard, depuis le changement. Nous n'avons rien forcé, pas de déclaration, pas de gestes extravagants, pas de déclaration romantique. Tout s'est construit lentement, comme réapprendre à respirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. En novembre, je passais plus de nuits chez Suzanne que chez moi, et pourtant je gardais ma place. Je pensais avoir besoin d'espace. Cependant, la réalité était que ma vraie vie avait changé de l'autre côté de la rue. J'allais chercher ces enfants à l'école 2 fois par semaine. Je les aidais à faire leur contrôle d'orthographe. Je préparais des crêpes le samedi. Par moments, Suzanne s'appuyait nonchalamment contre le comptoir de la cuisine, m'observant attentivement comme si elle essayait de se souvenir de la scène. Nous n'avions pas donné d'étiquette à notre relation, même pas entre nous.
Pourtant, c'était inutile. Un soir, après que les enfants se soient endormis, elle pliait du linge dans le salon pendant que j'étais à proximité. Après avoir vidé la poubelle, je suis retourné m'asseoir sur le bord du canapé et l'ai observée en silence. Elle a levé les yeux avec un sourire. « Tu n'es pas obligé de rester ici tous les soirs, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. J'ai simplement hoché la tête. « Je sais, mais tu as choisi de le faire. » À chaque fois. Sans un mot, elle a continué à plier les vêtements. C'était notre nature, une compréhension mutuelle sans parole. Plus tard, fin janvier, la lettre est arrivée, nichée dans notre boîte aux lettres. L'adresse de retour indiquait le nom de Kevin. Je n'étais pas présente lorsqu'elle l'a ouverte, mais 1 heure plus tard, sa voix tremblait d'un léger malaise. « Il demande la garde exclusive », m'a-t-elle informé. Un nœud s'est noué dans mon estomac à ces mots. Incroyable, ai-je pensé, lorsqu'elle a ajouté. Il ne les a pas contactés depuis des mois. Effectivement, elle l'a confirmé. Il semblait que la femme pour laquelle il l'avait quitté avait rompu. Maintenant, il cherchait un nouveau départ, et son projet était de déménager nos enfants à l'autre bout du pays. Furieuse, Suzanne n'était pas du genre à crier et à destructrice. Au contraire, elle était froide, tremblante et essoufflée. Elle avait reconstruit sa vie avec diligence, mais cet homme insensible a tenté de la détruire à nouveau. Ils ont discuté toute la nuit, et elle a pleuré pour la première fois depuis des semaines, non pas par nostalgie de Kevin, mais parce que cet homme pouvait encore ravager l'existence qu'elle avait péniblement reconstruite. Je ne pouvais pas lui apporter de solution, mais je l'ai assurée d'une chose. Elle n'avait plus à affronter cette épreuve seule. En 2 semaines, elle a engagé une avocate. Elle a présenté une contre-argumentation, recueilli les bulletins scolaires, les témoignages de sa sœur et même une déclaration du pédiatre. Elle a également sollicité ma contribution. Sans hésiter, j'ai accepté d'écrire quelque chose. J'ai consigné mes observations. Une mère qui ne manquait jamais aux événements scolaires, une femme qui gardait la tête haute après avoir été abandonnée, un foyer qui, après avoir été brisé, était redevenu réconfortant. Tout cela grâce à sa résilience, sa force et le courage dont elle a fait preuve, en acceptant que d'autres l'aident. Le tribunal a rapidement pris sa décision. Kevin s'est retiré lorsqu'il a réalisé qu'elle n'était plus intimidée par lui. Le jour où l'accord a été signé, nous avons dîné avec les enfants, optant pour un coin décontracté dans un restaurant du coin. Le genre où le serveur se souvient de votre nom et évite les banalités. Leur fils a accidentellement renversé du ketchup. Leur fille a commandé un milkshake à un moment inopportun. C'était chaotique, désordonné, ordinaire, imparfait. Ce soir-là, à notre retour, elle m'a arrêté près de la porte alors que je m'apprêtais à partir. « Tu n'es pas obligé de partir ce soir », a-t-elle dit. J'ai hésité, puis je l'ai regardée. « Tu es sûr ?» a-t-elle fait signe d'un air affirmatif. Je suis plus sûr de beaucoup de choses maintenant. Je me suis attardé non seulement cette nuit-là, mais à partir de ce moment-là, j'ai cessé de retourner dans mon appartement d'en face. C'était un changement tacite, sans faire de valise ni déménager. Juste une transition subtile. Au printemps, ma brosse à dents était dans sa salle de bain et ma veste accrochée à sa porte d'entrée. Ses enfants ont commencé à m'appeler Nate, avec une aisance décontractée qui me semblait familière. Un soir, Suzanne et moi nous sommes retrouvés assis sur le porche. Il y a quelques mois, comme le premier soir, elle était blottie, les jambes en dessous, sirotant du thé. J'étais confortablement installé dans le fauteuil, écoutant le vent. Elle m'a avoué qu'elle croyait autrefois que l'amour devait s'accompagner de drames, de feux d'artifice, de grands discours, de passion. Elle m'a regardé. Maintenant, elle comprend qu'il s'agit simplement du retour de quelqu'un, jour après jour, choisissant de rester. Je suis resté silencieux alors, me contentant de tendre la main et de la saisir, la tenant doucement. Il n'en a pas fallu plus. Nous n'avons pas échangé nos vœux de mariage, nous n'avons pas diffusé les informations, mais nous avons construit une vraie vie. Ces enfants ont commencé à me présenter comme le compagnon de leur mère. Nos voisins curieux ont cessé de poser des questions. Mon bail a été résilié discrètement. Personne n'a marqué son expiration lorsque je n'ai pas re-signé. Et Suzanne, elle, a repris la danse. Elle s'est inscrite à un cours pour débutants au centre communautaire le lundi soir. Je l'y conduis. J'attends sur le parking,
en jouant de temps en temps avec mon téléphone. Parfois, je lui offre même des fleurs en sortant. Non pas par obligation, mais parce que je le souhaite. Parce que je suis un homme qui a choisi de rester.